Chers élèves, bonjour. Bienvenue sur la chaîne éducative tunisienne. Cette séance de génie mécanique est destinée aux élèves de 4e sciences techniques. Donc, sous le chapitre 5, comportement d'un solide déformable, nous allons traiter la leçon numéro 2 qui a pour titre la torsion simple. Il s'agit de la séance numéro 1. Cette séance qui est préparée et présentée par moi-même, Agrib Amel, sous la direction de monsieur l'inspecteur Lotfi Saïd. Donc, on va commencer par les objectifs de la séance. Un système étant fourni et ou défini par son dossier technique, nous devons être capables à la fin de la séance d'identifier la sollicitation subie par un solide de type poutre, de pouvoir vérifier la résistance d'un composant et finalement de pouvoir dimensionner un composant. Le plan de la séance est le suivant. Il se compose des paragraphes suivants, à commencer par mise en situation, ensuite hypothèse, troisièmement définition, quatrièmement étude expérimentale, 5 relation contrainte déformation, 6 répartition de la contrainte, 7 moment de torsion, 8 relation entre moment de torsion et contrainte, 9 représentation de la répartition de la contrainte, 10 conditions de résistance, 11 conditions de rigidité ou de déformation, 12 relations entre puissance et moment de torsion, pour finalement contourner tout ça avec une activité d'application se portant sur la perceuse sensitive. Donc, on commence avec la mise en situation. On a choisi comme système d'étude la perceuse sensitive. Nous allons nous intéresser à la partie transmission de mouvement. La broche est animée par un mouvement de rotation provenant d'un moteur et d'un système polycroix étagé. Donc, le mouvement de rotation de la mèche, il provient à partir d'un moteur grâce à un système polycroix étagé. Donc, il s'agit de 3 poulies et 2 courroies. Donc, ce système se compose d'une poulie motrice étagée, un moteur, une poulie intermédiaire, une croix trapézoïdale, une deuxième courroie, une poulie réceptrice, un fourreau crémaillère en dessous duquel on va découvrir la broche qui fera l'objet de notre étude. Cette broche qui, si on essaye de l'isoler, on va constater qu'elle est sollicitée par un couple moteur provenant de la poulie réceptrice, un autre résistant qui vient du mandrin de perçage. Donc, on dira que la broche est assimilée à une poutre cylindrique pleine de poids négligés, de section constante, dont la matière est supposée continue, homogène et isotrope. Maintenant, on va essayer d'expliquer ces 3 termes en bleu. On va commencer avec continu. Continu veut dire que la distance intermoléculaire est très petite, alors que homogène, c'est le fait que le matériau possède les mêmes propriétés mécaniques en tous les points, alors que isotrope, c'est le fait d'avoir en un même point les mêmes propriétés mécaniques, dans toutes les directions, bien sûr. Maintenant, on va essayer de modéliser cette broche. Cette broche sera représentée par une poutre cylindrique pleine, traversée par sa ligne moyenne, sur laquelle nous avons 2 moments exercés sur cette ligne moyenne. On a MTA, un autre en B, MTB, opposés et égaux qui tendent à tordre cette poutre. Il s'agit bel et bien de la définition de la torsion. Alors, on va énoncer cette définition. On dira qu'une poutre est sollicitée à la torsion simple lorsqu'elle est soumise à ses 2 extrémités, à des actions mécaniques qui se réduisent à 2 couples égaux et opposés, dont les moments sont portés par la ligne moyenne. Maintenant, on va passer à l'étude expérimentale. Nous allons utiliser le banc d'essai de torsion, sur lequel nous allons expérimenter plusieurs éprouvettes. Donc, ce banc sur lequel nous allons fixer une éprouvette avec une liaison encastrement en A, une autre en B
et nous allons accrocher à l'extrémité du levier qui a une distance L éloignée du point B. Donc, nous allons accrocher un support de charge qui pèse 2,5 newtons, sur lequel nous allons mettre des charges dont l'intensité varie entre 5 et 10 newtons. Nous allons monter aussi un comparateur tel que le palpeur sera en contact avec un méplat du levier et nous allons régler le zéro. Maintenant, nous allons commencer la première manipulation. Donc, la première manipulation consiste à la variation de l'angle de torsion avec la longueur de la poutre. Comme vous remarquez ici, nous allons monter d'abord une éprouvette en acier en lisant encastrement avec le banc. À cette extrémité, nous allons accrocher une charge qui sera constante pendant la manipulation. Elle pèse 17,5 newtons. Et nous allons essayer d'expérimenter 4 distances. Nous allons jouer sur cette distance depuis l'encastrement de la poutre jusqu'au point là où on va accrocher une charge. On rappelle que l'on va monter un comparateur tel que le palpeur sera monté en position comprimée en contact avec le méplat du levier. Ce comparateur dont un tour de l'aiguille correspond à 1 degré. Remarquez ici, il y a une deuxième aiguille qui va indiquer le nombre de tours effectués par le comparateur. Et nous allons commencer notre expérience. On va donc monter d'abord une éprouvette en acier, comme je viens de le dire auparavant, et on va jouer sur les distances. On commence avec la distance x1. Donc, cette distance x1 qui vaut 300 mm, donc à laquelle on a trouvé un angle fait par le comparateur de 1 tour plus 5 divisions, c'est-à-dire 1,05 degré. Pour une distance x2 qui vaut 400 mm, on a trouvé un angle de 1,44 degré. Pour une distance de x3 de 500 mm, on a trouvé un angle de 1,55 degré. Et finalement, pour une distance de 600 mm, on a trouvé 1,95 degrés. Voilà le résumé dans un tableau. Ce tableau que l'on va exploiter afin de tracer la courbe correspondante. Donc, je rappelle que pour x300, on a trouvé 1,55. Voici le point tracé. Pour x2, 400 mm, on a trouvé 1,44. Pour 500 mm de longueur, on a trouvé 1,55 degrés, bien sûr. Et pour un x de 600 mm, on a trouvé un angle de 1,95 degrés. La courbe tracée est une droite qui passe par l'origine d'équation alpha égale une constante fois x. Donc, si on essaye d'expliquer ce qui s'est passé dans cette étape, eh bien, si on considère une portion de poutre d'une certaine distance, éloignée de la liaison encastrement avec le banc, et que l'on agit avec un moment de torsion, on va constater qu'une génératrice a été déformée et que la section en question a tourné d'un angle alpha. Je reprends l'expérience. Donc, une section se trouvant à une distance x, elle a subi une rotation d'un angle alpha. Maintenant, on fera la constatation suivante. Donc, si on trace une génératrice M1 et M2 et que l'on fait appliquer un moment de torsion, on constate que cette génératrice se déforme suivant une hélice M1, M1, M2, sous l'effet, bien sûr, de ce moment de torsion. Donc, une section se trouvant à une distance x1, elle a subi une rotation d'un angle alpha 1. Une section se trouvant à une distance x2, elle a subi une rotation d'un angle alpha 2, etc. Une section se trouvant à une distance L, elle a subi une rotation d'un angle alpha. Ceci va permettre d'écrire l'expression suivante, qui dit que alpha 1 sur x1 égale alpha 2 sur x2 égale alpha i sur xi égale alpha sur L égale une constante. Cette constante qui n'est autre que l'angle unitaire de torsion θ. Donc, θ égale alpha sur L. C'est la première expression que l'on obtient.
avec θ, c'est l'angle unitaire de torsion en radians par millimètre, alors que le alpha en radians et le L en millimètres. Maintenant, on passe à la manipulation numéro 2. Durant cette manipulation, on va voir la variation de l'angle de torsion avec le moment. Donc, durant cette manipulation, on va garder la distance x égale à 600. Nous allons la maintenir constante durant toute la manipulation. Et nous allons jouer avec les charges à appliquer sur le support de charge. Donc, nous allons expérimenter 4 charges, comme vous voyez ici. Je rappelle que l'on va monter un comparateur tel que le palpeur sera monté comprimé, donc en contact avec le méplat du levier. Je rappelle aussi qu'un tour de l'aiguille, ça correspond à 1 degré. Et on va commencer l'expérience. Je rappelle aussi, puisqu'il s'agit de la variation de l'angle de torsion avec le moment, donc il s'agit de chercher aussi le moment appliqué ici. Donc ce moment qui n'est autre que la charge multipliée par cette distance 100, qui est l'éloignement entre le support de charge et le point centre de la poutre. Donc on commence l'expérience avec une charge de 2,5 newtons. Le comparateur a indiqué 0,28 degrés pour une charge de 7,5 newtons. Le comparateur a indiqué 0,83 degrés pour une charge de 12,5. Le comparateur a indiqué 1,40 degrés. Et enfin, pour une charge de 17,5, le comparateur a indiqué 1,95 degrés. Donc, je rappelle, ce tableau va permettre de tracer la courbe suivante, mais tout d'abord, on va ajouter une colonne, c'est la colonne de la recherche du moment de torsion. Comme je viens de le dire, la charge multipliée par cette distance 100. Donc, on a commencé avec une éprouvette en acier, je rappelle. Donc, on va commencer par chercher le moment de torsion, qui n'est autre que F fois L. Avec L, je rappelle, elle vaut 100 mm. Donc, 2,5 newtons multiplié par 100, on va obtenir 250 newtons millimètres. 7,5 multiplié par 100, c'est 750 newtons millimètres. 12,5 multiplié par 100, 1250 newtons millimètres. Et 17,5 multiplié par 100, on va trouver 1750 newtons millimètres. Je rappelle les résultats obtenus sur cette colonne de alpha. Alors, pour un moment de torsion de 250 Nm, on a trouvé un angle de 0,28 degrés. Pour un moment de torsion qui vaut 750 Nm, on a trouvé un angle de 0,83. Pour 1250 Nm, on a trouvé un angle de 1,40. Et finalement, pour 1750, on a trouvé un angle de 1,95. Voici la courbe tracée. C'est une droite qui passe par l'origine. Donc, cette fois-ci, on va maintenir le tout. On va changer l'éprouvette. Donc, nous allons monter cette fois-ci une éprouvette en laitant. Et on va refaire toute l'expérience. Donc, pour une éprouvette en laitant, les résultats ont donné pour un moment de torsion de 250 Nm, 0,5 degrés. Pour 750 Nm, on a trouvé 1,81. Pour 1250, on a trouvé 3,12. Et pour 1750, on a trouvé un angle de 4,44 degrés. La courbe est toujours une droite qui passe par l'origine. D'équation, bien sûr, alpha égale une constante fois mt. Donc, on passe à la troisième expérience. Cette fois-ci, on va changer l'éprouvette en laitant par une autre en aluminium. Les résultats obtenus seront les suivants. Pour 250, on a trouvé 0,62. Pour 750, on a trouvé 2,23. Et pour 1250 Nm, on a trouvé 3,88 degrés. Et finalement, pour 1750 Nm, on a trouvé 5,52 degrés. La courbe tracée est toujours une droite qui passe par l'origine. Alors, si on essaie de récapituler, on a trouvé pendant ces 3 expériences 3 droites telles que les 3 passent par l'origine. Donc, pour l'éprouvette en aluminium et la deuxième en laitant, la troisième en acier.
telle que la pente de la droite, c'est la constante. Donc, la courbe était d'équation mt égale une constante fois alpha. Donc, cette constante varie avec la nature de la matière. Et on va constater aussi que si l'on essaye d'annuler le moment de torsion, donc l'éprouvette revient à sa forme initiale. Donc, la déformation dans cette zone est dite élastique. Alors que si on essaye de continuer l'effort, à augmenter l'effort proportionnellement et par conséquent le moment de torsion, on va constater que l'on va obtenir la courbe suivante, qui est composée par une zone dite élastique. Voilà, c'est la droite, donc zone de déformation élastique, et une autre quelconque, c'est une zone de déformation permanente. C'est tout à fait naturel que nous devons limiter notre étude à cette zone de déformation élastique. On passe maintenant à la relation contrainte-déformation. On constate que si l'on fait augmenter la contrainte taux, on va remarquer que cet angle gamma, donc cet angle de déviation subi par la fibre gamma augmente linéairement. Voici la courbe, donc ça augmente linéairement. D'où la loi de Hooke qui dit que taux égale G fois gamma. Cette fois-ci, on va revenir à cet angle gamma. Cet angle gamma, si j'essaye de chercher sa tangente, donc pour une portion assez petite, donc l'angle gamma ou la tangente de l'angle gamma, ça revient au même, c'est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Le côté adjacent qui est dx. Donc on va écrire l'arc M0M sur cette distance M1, M0. Donc on écrit tangente gamma égale l'arc M0M sur la distance M1, M0. Cette distance M1, M0, que je rappelle, n'est autre que dx. Donc on va la remplacer par dx. Maintenant, on va essayer de chercher cet arc M0M. Remarquez ici, pour cette portion de poutre, on a pris un rayon qui vaut ρ. Donc, l'angle d'ouverture de cette section qui a subi une rotation, c'est alpha. Donc, cet arc M0M n'est autre que le ρ multiplié par l'angle alpha. Et d'après la relation trouvée en premièrement qui dit que θ égale alpha sur L, donc on va remplacer le L par dx, on obtient alpha égale θ fois dx. Maintenant, on revient à l'expression de départ. Donc, tangente gamma ou gamma qui n'est autre que arc M0M sur dx va valoir ρ fois alpha sur dx, qui est égal aussi à ρ fois alpha qui est θ fois dx sur dx. On simplifie par dx, on trouve ρ fois θ. Donc, on revient à la loi de Hooke, taux égale G fois gamma. Ça s'écrit aussi G fois le gamma qui vaut ρ fois θ. Maintenant, répartition de la contrainte. On va se rappeler la dernière expression que l'on a trouvée, qui dit que taux égale G fois ρ fois θ. Donc, cette expression, elle est proportionnelle à ρ, d'où le traçage suivant. Donc, la contrainte, elle est proportionnelle avec ρ. Elle atteint une valeur maximale pour ce ρ qui vaut grand R. Voici. Donc, ça s'écrit taux maxi égale G fois θ fois R. On passe au moment de torsion. Dans le domaine élastique, comme vous savez, le moment de torsion est proportionnel à l'angle unitaire de torsion. Ça va s'écrire sous la forme mt égale G fois θ fois I0. Avec mt, c'est le moment de torsion en newton-millimètre. Le G, c'est le module d'élasticité transversale. Ça s'appelle aussi le module de Coulomb en newton par millimètre au carré. Sachez bien que le newton par millimètre au carré n'est autre que le mégapascal.
Et le θ, c'est l'angle unitaire de torsion en radians par millimètre, alors que le I0, c'est le moment quadratique polaire. Donc, durant notre leçon, nous sommes concernés avec des poutres qui ont la forme cylindrique. Donc, nous avons deux sortes de formes cylindriques. La forme cylindrique pleine, dont le moment quadratique polaire I0 vaut pi fois d à la puissance 4 sur 32. Et le rayon que nous devons prendre, ce n'est autre que le diamètre extérieur sur 2, alors que pour une poutre cylindrique creuse, le moment quadratique I0, ça vaut pi fois le diamètre extérieur à la puissance 4 moins le diamètre intérieur à la puissance 4 sur 32. Alors que le rayon que l'on doit choisir, c'est le diamètre extérieur sur 2. Maintenant, on va voir la relation entre le moment de torsion et la contrainte. Donc, on rappelle depuis l'expression 4 trouvée auparavant que tau égale g fois θ fois ρ. On essaye de déduire g fois θ, donc c'est tau sur ρ. Alors que depuis la relation explicitée en sixièmement, nous avons trouvé que le moment de torsion égale g fois θ fois I0. On essaye de faire sortir le g fois θ, on trouve mt sur I0. Maintenant, on fera égalité entre ces deux parties. On va trouver que tau sur ρ égale mt sur I0. Donc, qui pourrait s'écrire sous une autre façon, tau égale mt sur I0 multiplié par ρ. Qui s'écrit aussi sous une autre forme, mt sur I0 sur ρ. Donc, cette contrainte tangentielle devient maximale lorsque le ρ devient grand R. Donc, on appelle I0 sur R le module de torsion. Il est en millimètres cubes, puisque le I0 en millimètre 4, le rayon en millimètres, simplification par millimètre, on trouve millimètre cube. On passe à la représentation de la répartition de la contrainte. On rappelle l'expression de la contrainte, tau maxi égale mt sur I0 multiplié par R. Comme vous remarquez, la contrainte est proportionnelle au rayon. Donc, pour une poutre cylindrique pleine, donc, la contrainte est proportionnelle au rayon. Elle atteint une valeur maximale pour ρ égale grand R. Pour une poutre cylindrique creuse, de la même façon, donc, la contrainte maximale est tangente au cercle extérieur. Comme vous remarquez, la contrainte est proportionnelle, sauf que nous ne devons rien représenter dans la partie vide. Maintenant, condition de résistance. Donc, nous savons que tau maxi, qui est égal à mt sur I0 multiplié par R, ne doit pas dépasser une résistance pratique au glissement. C'est quoi ça? Donc, nous savons ici qu'à l'extrémité de cette droite, c'est la résistance élastique au glissement. Ça s'appelle aussi tau E. Nous devons diviser cette partie par un coefficient de sécurité selon le domaine d'utilisation. Donc, on obtient la résistance pratique au glissement qui s'appelle aussi la contrainte pratique, tau P. Conditions de rigidité ou de déformation. Donc, dans certains cas, il faut limiter l'angle unitaire de torsion qui vaut mt sur g fois I0 à un angle dit limite défini par le constructeur selon le domaine d'utilisation. Donc, mt sur g fois I0 ne doit pas dépasser un angle limite. Maintenant, on va voir la relation entre la puissance et le moment de torsion. Alors, nous savons depuis un cours de physique et un cours de mécanique en troisième que la puissance n'est autre que le couple multiplié par la vitesse angulaire. On sait bien que le couple de torsion ou le moment de torsion, c'est la même chose. Donc, essayons d'expliciter ceci. La puissance, c'est P, c'est la puissance en watts. Ct ou mt, c'est le moment de torsion en newton-mètre, alors que le oméga, c'est la vitesse angulaire en radians par seconde.
Dans certains cas, on fournit la vitesse en tours par minute. Donc, il faudra multiplier ce n qui est tours par minute multiplié par 2pi divisé par 60 afin de la convertir en radians par seconde. Donc, voilà, le n, on doit le multiplier par 2pi, le diviser par 60 afin que les tours donc, deviennent des radians et les minutes deviennent des secondes. Maintenant, on a terminé cette leçon. On va essayer de retenir les choses suivantes. Durant cette leçon, nous sommes appelés à respecter deux conditions. À commencer avec la condition de résistance, qui dit que taux maxi ne doit pas dépasser la résistance pratique au glissement, et la condition de rigidité ou de déformation, qui est donc θ ne doit pas dépasser un angle limite. On revient à la première condition. Donc, taux maxi, ça s'écrit sous la forme G fois θ fois R dans certains cas. Dans d'autres cas, ça s'écrit MT sur I0 sur R selon les données de l'exercice. Alors que la résistance pratique au glissement, ce n'est autre que la résistance élastique au glissement divisée par le coefficient de sécurité. Maintenant, essayons d'expliquer le MT. MT, nous l'avons trouvé auparavant, c'est G fois θ fois I0. Et ce MT qui n'est autre que CT, nous pouvons le déduire à partir de la formule de la puissance. Donc P égale CT fois oméga. Avec oméga 2πn sur 60, ou quand on simplifie par 2, on va trouver πn sur 30. On rappelle le moment quadratique polaire. Pour une forme cylindrique pleine, c'est égal à pi d4 sur 32 avec le rayon CD sur 2, alors que pour une poutre cylindrique creuse, le I0, c'est le moment quadratique polaire, égale pi fois d extérieur à la puissance 4 moins d intérieur à la puissance 4 sur 32. Et le rayon, on doit considérer le diamètre extérieur sur 2. Quant à la condition de rigidité, qui dit que θ ne doit pas dépasser θ limite, avec θ qui s'écrit sous la forme mt sur g fois I0, s'écrit aussi sous la forme alpha sur L. N'oubliez pas que nous avons une autre relation, celle du rendement. Le rendement égale la puissance à la sortie sur la puissance à l'entrée. Maintenant, on va essayer de donner les unités de tous ces termes et les appellations. Donc, on commence par MT, où CT, c'est le moment où le couple de torsion en newton-mètre. G, c'est le module d'élasticité transversale en newton par millimètre au carré. θ, c'est l'angle unitaire de torsion en radian par millimètre. I0, c'est le moment quadratique polaire en millimètre 4. S, c'est le coefficient de sécurité. Oméga, ça s'appelle donc, ou W, c'est la vitesse angulaire en radians par seconde. N, c'est la vitesse de rotation en tours par minute. P, c'est la puissance en watts. Nu, c'est le rendement. Alpha, c'est l'angle de torsion en radians. Et finalement, I0 sur R, c'est le module de torsion en millimètre 4. Donc, voici le résumé total. On passe à une activité d'application. Nous allons revenir à la perceuse sensitive que l'on a choisie comme système d'étude. Donc, cette perceuse sensitive qui comprend un moteur, 3 poulies étagées, une broche. Donc, la broche qui fera l'objet de notre étude. La première poulie motrice contient 4 étages. La deuxième et la troisième contiennent, c'est-à-dire l'intermédiaire et la réceptrice, contiennent chacune 5 étages. Maintenant, cette broche qui fera l'objet de notre étude, essayons de voir les données de l'exercice. Donc, nous avons un moteur qui est animé par un mouvement de rotation qui vaut 1430 tours par minute et une puissance de 500 watts. Les diamètres respectifs des 3 poulies sont les suivants. Le rendement global de la transmission est estimé à 0,8
Et nous avons une broche dont la longueur est de 300 mm, le diamètre de 20. Dans une première question, on nous demande sur le schéma cinématique suivant de représenter la position des courroies donnant la vitesse la plus faible. Donc, pour avoir la vitesse la plus faible, nous avons ici 3 poulies. Nous allons travailler 2 à 2. On va commencer par travailler avec la poulie motrice, la poulie intermédiaire. Nous allons considérer la poulie intermédiaire comme étant une poulie de sortie. Pour avoir une vitesse la plus faible, normalement, il faut choisir le gradient supérieur, de façon à ce que la poulie motrice soit la plus faible, la poulie intermédiaire, c'est-à-dire de sortie, soit la plus grande. Donc, on va tracer la croix entre DM1 et DI5. Avec DM1, c'est le diamètre le plus faible sur le moteur, 25, et le diamètre le plus fort sur l'intermédiaire. Maintenant, on va considérer la poulie intermédiaire comme étant l'entrée, et la poulie réceptrice, c'est la sortie. On fera la même chose qu'auparavant. Donc, nous allons représenter la croix sur le gradient inférieur, c'est-à-dire entre la poulie la plus faible intermédiaire et la plus forte réceptrice, c'est-à-dire DI1 sur l'intermédiaire, donc qui vaut 30, et DR5, la plus grande sur le récepteur. Voici un grand plan. Donc, la première croix se trouve entre un diamètre DM1 qui vaut 25 et un diamètre DI5 qui vaut 90, alors que la deuxième croix se trouve entre DI1 qui vaut 30 et DR5 qui vaut 100. On passe à la question numéro 2, dans laquelle on demande de calculer la puissance reçue par la poulie réceptrice. Donc, nous savons que la formule du rendement, ce n'est autre que la puissance du récepteur sur la puissance du moteur. On essaie de déduire PR, c'est rendement fois P moteur. Donc, on rappelle que le rendement global de la transmission, ça vaut 0,8, alors que la puissance du moteur, ça vaut 500 watts. Donc, application numérique, on obtient 0,8 multiplié par 500, on trouve 400 watts. Question 3, on nous demande de calculer la vitesse de rotation minimale de la poulie réceptrice. Quant à la vitesse de rotation, ça va se faire en 2 étapes. La première, c'est la recherche du rapport global. La deuxième, c'est la recherche de la vitesse. Donc, on va essayer de chercher ce rapport. On rappelle que les diamètres que l'on a trouvés, donc diamètre de la poulie motrice 25, diamètre intermédiaire 90. Ensuite, on a pris le diamètre de l'intermédiaire qui est considéré comme étant entrée, 30, sur le diamètre du récepteur qui vaut 100. Donc, on va écrire la relation suivante. Le rapport global minimal, c'est DM1 sur DI5 multiplié par DI1 sur DR5 qui valent 25 sur 90 multiplié par 30 sur 100. On obtient comme résultat 1 sur 12. Remarque, s'il vous plaît, ici, il serait préférable de donner le résultat du rapport sous la forme d'un quotient. Donc, on passe à la suite de la question. On va essayer de chercher la vitesse de rotation à la sortie, qui n'est autre que le rapport trouvé multiplié par la vitesse du moteur. Donc, ça va donner, application numérique, 1 sur 12 multiplié par 1430, qui est la vitesse du moteur. On obtient comme résultat 119,17 tours par minute. Quatrième question, dans laquelle on nous demande de calculer le couple maximal exercé sur la broche lors de l'opération de perçage. Donc, le couple, donc nous allons utiliser la puissance. La puissance qui est égale au couple multiplié par la vitesse angulaire. On essaye de déduire le couple, donc ça devient puissance récepteur sur oméga sur la vitesse angulaire. Donc, CR maxi égale PR sur oméga R mini. Et le oméga R, on rappelle que ce n'est autre que pi n sur 30. Donc, on va écrire 30 multiplié par PR sur pi fois nr mini. Donc,
application numérique, 30 fois la puissance du récepteur qui vaut, trouvé à la question numéro 2, 400 watts, multiplié, donc divisé par pi fois un R mini, trouvé à la question 3, qui vaut 119,17 tours par minute. Donc, on obtient comme résultat 32,05 Newton-mètre. La cinquième question. On nous demande de calculer la contrainte tangentielle maximale appliquée sur la broche. Donc, on va dresser la formule de taux maxi qui est égal à mt sur I0 sur R. Avec mt ou couple récepteur, c'est la même chose. Le I0 pour une poutre cylindrique pleine, ça vaut pi fois d à la puissance 4 sur 32. Le rayon pour une poutre cylindrique pleine, c'est d sur 2. Ceci va s'écrire plus simplement sous la forme CR sur pi fois d4 sur 32 multiplié par l'inverse de d sur 2, donc multiplié par 2 sur d. Maintenant, ça va permettre de simplifier par d, de simplifier par 2. On obtient comme résultat 16 fois CR sur pi fois d au cube. Donc, application numérique, 16 fois le couple récepteur trouvé au diapositif précédent, donc 32,05 Newton-mètre, mais nous devons le convertir en Newton-millimètre. Donc, nous devons le multiplier par 10 à la puissance 3 sur pi multiplié par le diamètre qui est de 20. On obtient comme résultat 20,40 newtons par millimètre au carré. Question 6. On nous demande de vérifier la résistance de la broche, sachant que le REG égale 21 décanewtons par millimètre au carré et que le S, c'est le coefficient de sécurité adopté ici, égale 4. Donc, remarquez ici que la donnée est en décanewtons par millimètre au carré. Nous devons la convertir en newton par millimètre au carré. Ça devient 210, puisque 1 décanewton, ça vaut 10 newtons. Donc, 210 décanewtons par millimètre au carré. Donc, on rappelle l'expression de la résistance pratique au glissement, qui s'écrit REG sur S. On divise 210 par 4, on trouve 55 newtons par millimètre au carré comme résistance pratique au glissement. On nous demande de vérifier la résistance de la broche. Donc, on rappelle que le taux maxi trouvé était 20,40 newtons par millimètre au carré. Donc, quand on compare taux maxi avec la résistance pratique au glissement, on trouve que c'est inférieur. Donc, la poutre résiste en sécurité. La question 7. On nous demande de représenter la répartition des contraintes de torsion sur le dessin ci-contre. Donc, on nous fournit ici deux échelles. L'échelle du diamètre, donc 1 mm de diamètre sera représenté par 2 mm, et l'échelle de la contrainte, 1 newton par millimètre au carré, nous devons la représenter par 1 mm. Donc, on va obtenir la chose suivante. On a trouvé une contrainte de 20,4. Donc, nous allons la représenter par 20,4 mm, mais tangente au cercle ici, une autre tangente ici. Et nous allons relier ces deux tangentes par une ligne et remplir l'intérieur par des contraintes qui sont proportionnelles au rayon, et ça atteint une valeur maximale pour un rayon qui vaut D sur 2. On passe à la 8e question. On nous demande de calculer l'angle unitaire de torsion de la broche, sachant que G égale 80 000 newtons par millimètre au carré. Donc, l'angle unitaire de torsion, sa formule est la suivante, mt sur G fois I0, avec le I0 qui vaut pi fois D4 sur 32. On a ramené le 32 par-dessus. Le mt, c'est la même chose que le couple récepteur-CR. Donc, ça va donner comme application numérique 32 multiplié par le couple du récepteur. On rappelle que c'est égal à 32,05 Newton-mètre, multiplié par 10,3 pour le convertir en Newton-millimètre. Et le G qui vaut 80 000 newtons par millimètre au carré, ou 8 fois 10 à la puissance 4, c'est la même chose. Le pi multiplié par le D qui vaut 20 à la puissance 4. On a trouvé 2,55, 10,5 radians par millimètre. Donc, 9e question.
calculer l'angle de torsion en degrés entre les deux extrémités de la broche. Nous avons trouvé θ, donc il serait facile de chercher le alpha. Donc alpha égale θ fois L. Avec L, c'est la longueur de la broche. Je rappelle, ça vaut 300 mm. Le θ, c'est ce résultat trouvé à la question précédente. Donc, tout calcul fait, on trouve 7,65 fois 10⁻³ radians. Mais il faudra que le résultat soit en degrés. Donc, nous allons convertir ce résultat en degrés. On sait que API correspond à 180 degrés. Donc, nous allons multiplier ce résultat par 180 et le diviser par pi. On obtient l'angle en degrés. Ça vaut 0,43 degrés. Donc, ainsi s'achève notre leçon. Merci pour votre attention. Bon courage, bonne santé et je vous souhaite la réussite.